pendant que je commençais ma nouvelle vie à l'étranger. Mes parents ont secrètement offert mon domaine d'1 million de dollars à mon frère. Complètement inconscient du fait que je l'avais vendu quelques semaines plus tôt. Ils l'ont fièrement conduit, avec tous ses meubles bon marché, directement dans la maison d'un étranger impitoyable. Ils croyaient sincèrement qu'ils étaient intouchables. Que ma propriété n'était qu'une extension de leur propre sentiment d'entitlement. Mais l'arrestation pour effraction et les agents de police armés plaquant mon frère sur le trottoir leur ont finalement révélé la vérité. Ils pensaient jouer à un simple jeu familial. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà détruit le plateau. Le cri qui a explosé du haut-parleur de mon téléphone était si frénétique et intense que, pendant une fraction de seconde, j'ai cru que quelqu'un était en train de mourir physiquement. Caspian, ils appellent les flics. Il y a des hommes armés dans ta maison. Mon jeune frère, de clan, a hurlé ces mots à travers la connexion internationale. Sa voix s'est brisée dans une panique hystérique et aiguë que je n'avais pas entendue depuis que nous étions petits enfants. Je ne me suis pas levé de ma chaise. Je n'ai pas laissé tomber mon téléphone sous le choc. Je n'ai pas senti mon cœur s'emballer. Ni cette sensation familière et suffocante d'anxiété se former dans mon estomac. Au contraire, je suis resté assis là, dans un petit salon de thé traditionnel incroyablement paisible, situé en plein cœur du quartier de Shibuya à Tokyo. J'ai pris une lente et délibérée gorgée de mon matcha chaud, laissant la saveur terreuse se poser sur ma langue. Et j'ai regardé la pluie lourde tomber silencieusement contre la vitre. Je me suis figé, mais ce n'était absolument pas par peur. Je me suis figé par une reconnaissance cristalline et froide. Je savais exactement ce qu'il avait fait. Et plus important encore, je savais exactement qui l'avait aidé à le faire. Caspian, tu m'écoutes? Il a dit. Il y a des gardes de sécurité armés ici. Ils jettent tout mon équipement de studio coûteux sur la pelouse mouillée. Tu dois appeler le gestionnaire de la propriété tout de suite et leur dire qui je suis. Dis-leur que je suis propriétaire de cet endroit maintenant. Il hyperventilait. Il était absolument convaincu que j'allais tout laisser tomber. Paniquer avec lui et miraculeusement résoudre son énorme désastre juridique depuis l'autre bout du globe. C'était la dynamique établie qui avait toujours été la règle tacite de notre famille. Il créait le bazar. Mes parents fournissaient les excuses, et je payais le prix fort pour tout nettoyer. Mais assis là, sentant le rythme calme du matin japonais, j'ai réalisé à quel point ces larmes frénétiques avaient désormais peu de pouvoir sur moi. Qui t'a donné la permission d'entrer par cette porte d'entrée, de clan, ai-je demandé. Ma voix était complètement plate. Elle était dépourvue de toute chaleur ou préoccupation fraternelle. Elle ressemblait plus à une machine automatisée qu'à un être humain. Il y a eu un bref silence révélateur à l'autre bout de la ligne. C'était exactement le genre de silence qu'un rat fait quand il réalise que le fromage était attaché à un piège à ressort. Maman et papa m'ont donné la clé d'urgence, a-t-il enfin marmonné. Son ton passant rapidement de la terreur à une arrogance défensive en un clin d'œil. Ils ont dit que c'était totalement normal. Tu vis en Asie maintenant. Tu n'utilises même pas la maison. Allez, mec. Appelle juste ces types et dis-leur d'arrêter. Dis aux flics que je suis ton frère et que j'ai la pleine autorisation de prendre possession de la propriété. Il avait en réalité utilisé la clé d'urgence cachée pour s'installer. Lui et son entreprise inexistante. Dans une maison de luxe que j'avais légalement vendue des semaines plus tôt. Il croyait fermement que la maison appartenait au collectif familial. Ma famille n'avait pas simplement franchi une limite cette fois-ci. Il l'avait joyeusement piétinée. Il pensait jouer aux dames avec ma vie, déplaçant les pièces sans mon consentement. Mais il n'avait aucune idée que j'avais déjà renversé toute la table. Je ne peux pas faire ça, de clan, ai-je dit doucement. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne peux pas faire ça? C'est ta maison. Non, ai-je répondu, sentant une vague profonde de paix m'envahir la poitrine. Ce n'est pas la mienne. Et au moment où les sirènes de police ont retenti en arrière-plan de l'appel, j'ai su qu'il n'y avait plus de retour en arrière.
Est-ce que je me sentais coupable? Pas le moins du monde. Parce que pour comprendre pourquoi un homme permettrait à son propre sang de marcher aveuglément vers une grave accusation de crime, il faut comprendre l'architecture toxique de ma famille. J'ai maintenant 34 ans et je travaille comme architecte senior en infrastructure cloud. Je construis d'immenses systèmes numériques hautement sécurisés qui traitent des milliards de points de données. Toute ma vie professionnelle est basée sur la logique, les règles et la détection d'erreurs fatales avant qu'elles ne fassent planter tout le réseau. Mais la famille dans laquelle j'ai grandi fonctionnait sur un code source complètement différent. Dans le grand registre tordu de notre foyer, mon jeune frère de clan était le visionnaire. Il était le miracle fragile, l'investissement en or qui avait juste besoin d'une patience infinie, d'un financement sans fond et de chance infinie pour enfin s'épanouir. Moi, en revanche, j'étais simplement l'infrastructure. J'étais calme, solide et entièrement censé faire fonctionner l'opération familiale sans jamais demander de retour sur mes propres investissements. Cette dynamique toxique n'est pas née de nulle part. Elle a commencé il y a 31 ans. De Clan est né 2 mois prématuré. C'était un petit bébé maladif qui a passé ses premiers mois de vie dans une couveuse en plastique. Ma mère, Deline, a subi un traumatisme psychologique massif à cause de cette expérience. Elle a développé un attachement obsessionnel étouffant envers lui. À ses yeux, De Clan était une fragile sculpture de verre que l'univers essayait constamment de briser. Elle a dédié toute son existence à le protéger de toute forme d'inconfort, de conséquences ou de réalité. Mon père, Balthazar, était un autre type d'ennablé. Il dirigeait une entreprise de construction de taille moyenne qui vacillait constamment au bord de la faillite. C'était un homme obsédé par son image publique, désespéré de projeter l'illusion d'une richesse et d'un succès extrême auprès de ses amis du country club. Il utilisait les fausses idées de start-up flashy de Clan comme preuve que notre famille élevait un brillant entrepreneur, ignorant complètement le fait qu'aucune des entreprises de Clan n'avait jamais rapporté un seul centime. J'étais simplement laissé dans l'ombre. J'étais en bonne santé. Donc, j'étais complètement ignoré. Mon premier souvenir de cette injustice brutale n'était pas une scène dramatique de film. C'était mon 18e anniversaire. Il n'y avait pas de gâteau. Il n'y avait pas de fête. Balthazar m'a tendu un carnet de planification financière bon marché et m'a fait un sermon sévère. « Tu es un enfant fort et capable, Caspian », avait-il dit en bombant le torse. « Tu n'as pas besoin que nous te tenions la main. Les épreuves forgent le caractère. La pauvreté crée la motivation. Maintenant va dehors et construis ton propre filet de sécurité. » J'ai pris le carnet. Je ne me suis pas plaint. J'ai pris un emploi brutal de nuit dans une immense ferme de serveurs, utilisant mon maigre salaire pour me payer lentement des études d'ingénierie. Exactement 3 ans plus tard, c'était le 18e anniversaire de Clan. Notre allée était complètement bloquée par une Ford Mustang neuve peinte sur mesure. Elle coûtait 45 000 $. Deline pleurait de joie pendant que Clan faisait rugir le moteur bruyant, réveillant tout le quartier. Quand j'ai discrètement demandé à Balthazar comment l'entreprise familiale pouvait se permettre un tel achat de luxe alors que nous mangions de la soupe en conserve bon marché au dîner, il m'a sèchement répondu, « Ton frère a une âme artistique sensible. Caspian. Il lutte avec sa confiance. Cette voiture lui donnera le coup de pouce social dont il a besoin pour se mettre en réseau avec les bonnes personnes. Toi, tu es costaud. Tu peux prendre le bus. » C'est à ce moment précis que j'ai réalisé la vérité. La négligence qu'il me montrait n'était pas destinée à m'enseigner l'indépendance. Elle était conçue pour s'assurer que toutes les ressources disponibles soient dirigées directement vers Clan. Ils m'ont conditionné à survivre avec un zéro absolu afin que Clan puisse tout avoir. J'ai appris à éteindre mes émotions. J'ai arrêté d'attendre de l'amour. J'ai arrêté de demander l'équité. Je suis devenu exactement ce qu'il voulait que je sois. Une machine hautement efficace et sans émotion qui résolvait tranquillement ses propres problèmes.
Mais ce que mes parents n'ont pas compris, c'est qu'une machine ne ressent pas de loyauté. Une machine traite simplement les données. Et les données qu'il me donnait construisaient lentement une conclusion dévastatrice. La négligence n'apprend pas à un enfant à être fort. Elle lui apprend que, dans cette famille, l'amour est une marchandise incroyablement chère. Et que j'étais le seul obligé de payer la facture. Au début de la trentaine. L'écart financier et professionnel entre deux clans et moi n'était plus une petite fissure. C'était un canyon massif et infranchissable. J'avais gravi les échelons de l'entreprise à la force des poignets. J'ai déménagé à Austin, au Texas, pour travailler dans l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde. Mon salaire était énorme. J'ai acheté une magnifique maison moderne au bord du lac, évaluée à plus de 1,2 million de dollars. C'était mon sanctuaire. Elle avait des fenêtres en verre du sol au plafond. Un quai privé et d'épais murs de pierre qui éloignaient complètement le bruit du monde extérieur. De Clan, pendant ce temps, avait 31 ans et jouait toujours le rôle du visionnaire incompris. Il passait d'une idée de start-up désastreuse à une autre. Une application de revente de baskets qui a échoué. Une agence de promenade de chiens de luxe sans clients. Une entreprise de torréfaction de café spécialisée qui a fini par brûler un entrepôt loué. Et chaque fois qu'il échouait, mes parents étaient là avec un filet de sécurité tissé entièrement à partir de mes comptes bancaires. Les appels étaient toujours les mêmes. Le téléphone sonnait et la voix de ma mère dégoulinait d'une panique manipulatrice hautement élaborée. « Caspian, chérie, nous sommes dans une petite crise, » disait Deline. Sa respiration s'arrêtant parfaitement pour simuler les larmes. Les investisseurs de Clan se sont retirés à la dernière seconde. Il a juste besoin d'un prêt. Relais pour conserver le bail de son studio. Juste 20 000 $. Tu gagnes ça en un mois. Mon chéri. S'il te plaît. Il est tellement déprimé. Tu sais à quel point il est fragile. Si j'essayais de refuser. Les voyages de culpabilité se transformaient en attaques personnelles vicieuses. Tu es tellement égoïste, hurlait-elle dans le combiné. Nous t'avons donné la vie. Nous t'avons élevé. Tu as cette immense maison vide pendant que ton propre s'endort sur un horrible matelas. Tu es un monstre robotique froid. Pour garder la paix, pour arrêter les hurlements sans fin, je payais généralement. Je virais l'argent, le classant dans mon esprit comme une taxe inévitable pour faire partie de cette lignée. Il n'y avait exactement qu'une personne dans tout mon arbre généalogique qui voyait clair dans la manipulation, mon grand-père, Ignatius. C'était un mécanicien syndical à la retraite. Un homme dont les mains étaient tachées en permanence de graisse et de dur labeur. Il était la seule personne qui m'avait jamais regardé avec une fierté sincère. Il y a quelques années, quand son cœur a commencé à lâcher, je me suis assis à son chevet à l'hôpital. La chambre sentait l'eau de javel âcre et les fleurs fanées. Il m'a serré le poignet avec une force surprenante, ses yeux voilés fixés sur les miens. « Écoute-moi, Caspian » avait murmuré Ignatius, sa voix résonnant dans sa poitrine. « Tu es un homme bien. Tu es un homme intelligent. Mais tu as un défaut fatal. Tu penses que tu peux acheter leur respect. Tu ne peux pas, a-t-il toussé, un son sec et douloureux. Il ne te regarde pas et ne voit pas un fils. Il te regarde et voit une carte de crédit. Illimitée. Ne les laisse pas transformer ta sueur en leur fonds de charité. Ne laisse pas t'aligner. Te vider complètement. Une machine qui fonctionne à capacité maximale pour tout le monde finira par prendre feu. Débranche la machine, Caspian. Laisse-les rester dans le noir. Ignatius est décédé 2 jours plus tard. Il avait 82 ans. À ses funérailles, pendant que Deline hurlait dramatiquement pour le public, Balthazar m'a pris à part et a exigé que je paie l'intégralité des frais de traiteur pour la réception parce que l'entreprise était serrée. J'ai payé la facture, mais en tendant ma carte de crédit au directeur des funérailles. Les dernières paroles de mon grand-père résonnaient bruyamment dans mon esprit. Débranche la machine. Laisse-les rester dans le noir.
Il m'a fallu encore quelques années d'abus pour trouver enfin le courage de suivre son conseil. Et quand le point de rupture final est arrivé, je n'ai pas simplement débranché la machine. J'ai décidé de faire exploser tout le réseau électrique. Le catalyseur n'est pas venu sous la forme d'une dispute massive ou d'une bagarre physique. Il est arrivé déguisé en réunion familiale traditionnelle. C'était la semaine de la fête de l'Action de grâce. J'avais pris l'avion pour retourner chez mes parents, espérant follement un dîner de vacances calme et normal. La salle à manger sentait la dinde rôtie et l'attention. Balthazar était assis en tête de la longue table en chêne, se versant un verre généreux de vin rouge coûteux que j'avais apporté. Declan était assis en face de moi, faisant défiler agressivement son téléphone, ignorant complètement le repas. Il avait l'air épuisé. Mais c'était le genre d'épuisement qui vient du fait de ne rien faire de la journée. À mi-chemin du dîner, Balthazar s'est éclairci la gorge. C'était un bruit fort et autoritaire. C'était exactement le bruit qu'il faisait quand il s'apprêtait à donner une directive d'entreprise à son équipe de construction désespérée. Alors, Caspian, a commencé Balthazar, sa voix dégoulinant d'une fausse décontraction forcée. Ta mère et moi avons parlé. Nous sommes extrêmement inquiets pour la nouvelle agence médiatique de ton frère. Il a besoin d'un espace professionnel pour recevoir des clients haut de gamme. Travailler. Depuis son appartement exigu ruine son image de marque. J'ai lentement arrêté de mâcher. J'ai posé ma fourchette en argent sur l'assiette en porcelaine. Le tintement métallique a résonné bruyamment dans le silence soudain et lourd de la salle à manger. Je savais exactement où cette route menait, mais l'audace pure m'a tout de même coupé le souffle. Nous pensons qu'il est parfaitement logique que Declan emménage dans ta maison au bord du lac. A poursuivi Balthazar, sans même prendre la peine de me regarder dans les yeux. Tu travailles sur ton ordinateur portable toute la journée de toute façon. Tu n'as pas besoin d'un immense domaine juste pour toi. Tu peux facilement louer un bel appartement plus petit en centre-ville. Declan prendra possession de la propriété juste pour 1 an ou 2 jusqu'à ce que son agence devienne mondiale. C'est la stratégie familiale la plus logique. Je l'ai fixée. J'ai 34 ans. J'ai acheté cette propriété avec mon propre argent. Mon nom est sur l'acte de propriété et mon père m'ordonnait nonchalamment de quitter ma propre maison comme s'il réassignait un ordinateur portable d'entreprise à un autre employé. Non. Ai-je dit. Le mot était calme. Mais il restait suspendu dans l'air comme une brique. Delphine a immédiatement halté, serrant le collier de perles à sa gorge. Caspian. S'il te plaît. Ne sois pas si difficile. Ton frère est au bord d'une percée massive. Il en a besoin. Tu as tellement et il a tellement lutté. Pourquoi dois-tu toujours le punir pour avoir essayé de réussir? Je ne punis personne, mère, ai-je répondu, ma voix restant entièrement plate. C'est ma maison. C'est là où je vis. La réponse est absolument non. Le visage de Balthazar a viré à un profond rouge-violet de colère. Il a abattu son lourd poing sur la table, faisant violemment trembler les verres de vin. Espèce d'égoïste arrogant, a-t-il rugi, abandonnant complètement la façade professionnelle. Nous sommes ta famille. Nous avons tout sacrifié pour te donner une bonne vie. Et tu ne peux même pas partager quelques pièces vides avec ton propre sang. Tu te soucies plus des cloisons sèches et de la pelouse que de l'avenir de ton frère. C'était une démonstration magistrale de la tactique psychologique connue sous le nom de Darvaux. Nier, attaquer et inverser victime et agresseur. Soudain. J'étais le méchant malveillant qui détruisait intentionnellement les rêves de Declan simplement parce que je refusais d'être sans abri. Declan a finalement levé les yeux de son téléphone, un sourire suffisant et antitolde aux lèvres. Il savourait le spectacle. Il attendait que je craque. J'ai regardé profondément dans les yeux de mes parents. J'ai cherché un soupçon d'amour parental, une once d'empathie ou même un respect humain basique. Il n'y avait rien. Ils ne voyaient pas un fils assis en face d'eux.
Ils voyaient une ressource qui leur faisait défaut. Ils voyaient un coffre-fort qui refusait d'ouvrir ses portes. Je n'ai pas crié en retour. Je n'ai pas jeté mon assiette. Je me suis simplement levé de la table. J'ai pris mon manteau et je suis sorti par la porte d'entrée sous la pluie froide de novembre. J'ai conduit tout le chemin jusqu'à Austin dans un silence total. Cette nuit-là, le fils beau et endurant est officiellement mort et l'architecte senior de système a pris le relais. Il était temps d'auditer le réseau. Quand je suis rentré dans ma maison au bord du lac, calme et incroyablement sécurisé. Je n'ai pas allumé la télévision. Je ne me suis pas versé un verre fort pour engourdir la douleur. Mon cerveau, fortement conditionné par des années de travail d'ingénierie analytique, est immédiatement passé en mode diagnostic. Quand un système est profondément infecté par un virus, on ne pleure pas dessus. On isole les fichiers corrompus, on calcule les dommages totaux et on exécute un hard reset. Je suis allé directement dans mon bureau à domicile. J'ai allumé mon immense poste de travail à plusieurs écrans et j'ai ouvert un tableur hautement crypté. J'ai nommé le fichier « Le Grand Livre ». Pendant les 7 heures suivantes, le seul son dans la maison était le cliquetis mécanique rapide de mon clavier. Je me suis connecté à mes portails bancaires, mes anciens relevés de cartes de crédit, mes dossiers fiscaux et mes dossiers de mes archivés. Je suis remonté exactement 10 ans en arrière. J'ai créé des colonnes très détaillées, date, montant, destinataire, objectifs déclarés et objectifs réels. J'ai décidé de traiter ma propre vie comme une scène de crime médico-légal. Les chiffres étaient horrifiants. J'ai suivi chaque prêt d'urgence que Balthazar jurait de rembourser une fois ses contrats de construction réglés. Il n'en a jamais remboursé un seul centime. J'ai trouvé l'enregistrement des 15 000 $ que j'avais virés directement à l'IRS pour empêcher une saisie fiscale sur son entreprise. J'ai documenté les 32 000 $ de paiement de loyer au total que j'avais effectué au fil des ans pour empêcher de clan d'être expulsé de 4 appartements de luxe différents. J'ai trouvé les reçus du forfait téléphonique familial exorbitant que j'avais payé entièrement seul pendant près d'une décennie. J'ai suivi les 8 000 $ que j'avais dépensés pour la prétendue retraite médicale de Deline, que j'ai découvert plus tard n'être qu'une luxueuse escapade spa à Sedona. J'ai suivi les franchises d'assurance automobile, les frais juridiques pour les arrestations mineures de Declan, les milliers dépensés pour ses ordinateurs portables cassés et son équipement perdu. Je n'ai pas laissé les émotions brouiller les données. J'ai simplement suivi l'argent. Alors que la nuit s'approfondissait et que le ciel dehors tournait à un violet pâle et meurtri, j'ai atteint l'année finale. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai surligné la colonne finale et j'ai cliqué sur la formule de somme. L'écran a clignoté. Un nombre rouge gras est apparu. 234 850 $. J'ai arrêté de respirer. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux brûlent. 234 850 $. C'était le prix quantifiable exact de l'amour de ma famille au cours de la dernière décennie. Ce n'était pas une série d'erreurs malheureuses. C'était une extraction systématique et hautement efficace de ma richesse. Ils étaient un parasite et j'étais l'hôte qui les maintenait en vie. On ne guérit pas une tumeur massive en mettant un petit pansement dessus. Il faut l'enlever complètement. Il faut supprimer la source de nourriture pour que l'infection meure de faim. J'ai enregistré le fichier. Je me suis adossé dans mon lourd fauteuil en cuir et j'ai regardé le soleil se lever lentement sur l'eau calme du lac. La colère avait disparu. La douleur avait disparu. Ce qui restait était une clarté absolue, terrifiante et froide. Couper les ponts financiers à partir de maintenant n'était plus suffisant. Ils avaient exigé ma maison. Ils se sentaient en droit d'accéder à mon sanctuaire physique. J'ai décidé à ce moment-là que s'ils voulaient ma maison si désespérément, j'allais la leur donner. Mais j'allais m'assurer absolument que la maison appartiendrait à quelqu'un d'autre quand il entrerait à l'intérieur. Il était temps de déclarer faillite sur cette famille. Avez-vous déjà essayé d'additionner le coût exact des sacrifices que vous avez faits pour des
Personnes qui vous ont utilisé. Quel était votre chiffre? Dites-le moi dans les commentaires parce que ce que j'ai fait ensuite n'avait absolument aucune politique de retour. L'univers a une façon étrange de vous offrir une porte de sortie exactement quand vous en avez le plus besoin. 2 jours après ma nuit avec le grand livre. Les associés principaux de mon entreprise technologique m'ont offert une promotion massive. Ils voulaient que je devienne le directeur régional de notre nouvelle division asiatique. Le piège était que je devais déménager immédiatement et de manière permanente vers notre siège social à Tokyo, au Japon. J'ai accepté le poste avant même la fin de la réunion. L'augmentation de salaire était incroyable, mais le vrai prix était la distance physique. C'était un océan de séparation entre moi et le marais toxique au Texas. J'ai décidé de garder la nouvelle de mon déménagement complètement secrète. Au lieu de me disputer avec ma famille à propos de la maison, je suis devenu complètement silencieux. J'ai arrêté de répondre à leurs appels. J'ai laissé leurs messages textes exigeants sur « lu ». Pour eux, mon silence était la preuve que je craquais, que j'acceptais lentement leurs exigences. Pour moi, le silence était simplement le temps dont j'avais besoin pour armer la bombe. J'ai pris rendez-vous avec un homme nommé Magnus. Magnus n'était pas un ami. C'était un avocat immobilier d'entreprise notoirement agressif et le directeur d'une immense société de capital investissement à Austin. Il se spécialisait dans l'achat de propriétés haut de gamme en espèces. Généralement pour les démolir ou les revendre avec d'énormes marges bénéficiaires. Il était impitoyable, froid et entièrement dépourvu d'empathie humaine. Il communiquait exclusivement par des contrats juridiquement contraignants et des menaces agressives. Il était exactement le genre de prédateur apex que mes parents en Tittle n'avaient jamais affronté. Dans le monde réel. Je me suis assis dans le bureau élégant et intimidant en verre de Magnus au 40e étage d'un gratte-ciel du centre-ville. J'ai fait glisser le dossier d'évaluation impeccable de ma maison au bord du lac sur son bureau en acajou poli. Je déménage définitivement à Tokyo le mois prochain, lui ai-je dit, gardant ma voix parfaitement égale. J'ai besoin d'une vente en espèces discrète hors marché. Pas d'annonce publique. Pas de visites ouvertes. Je veux une clôture rapide en l'état. Magnus a ouvert le dossier. Ses yeux froids ont scanné les photos haute résolution et l'historique des taxes foncières. Les hommes comme Magnus ne se souciaient jamais pourquoi vous fuyiez. Ils se souciaient seulement de combien de sang ils pouvaient extraire de l'affaire. Je peux virer les fonds en moins de 7 jours ouvrables, a dit Magnus avec aisance. Mais pour une transaction accélérée sans aucune contingence. Je prends une remise stricte de 15% sur la valeur marchande actuelle. Je n'ai même pas cligné des yeux. D'accord? Ai-je dit instantanément. Magnus a levé les yeux, un faible sourire prédateur traversant son visage. J'ai intentionnellement négocié une clause de leaseback très spécifique dans le contrat. Elle me permettait légalement de garder mes meubles épars dans la maison jusqu'à exactement 8 heures. Du matin le jour de mon vol pour le Japon. Après 7 heures précises. La propriété et tout ce qu'elle contenait appartenait entièrement à la société de Magnus. La paperasse a avancé avec une efficacité terrifiante. Le virement massif a atteint mes comptes offshore. L'acte de propriété a été légalement transféré. Le piège était entièrement construit. Le véritable beau retournement ironique de tout ce plan était un petit détail que j'ai découvert en recherchant l'entreprise de Magnus. Son groupe de capital investissement contrôlait en réalité les immenses entrepôts commerciaux dont l'entreprise de construction défaillante de Balthazar dépendait pour toute sa logistique quotidienne. Le gagne-pain entier de mon père dépendait inconsciemment de l'exact même homme qui possédait désormais ma maison. J'ai signé la dernière ligne pointillée. J'ai remis les documents à Magnus et j'ai serré sa main froide. Ma famille adorait toujours franchir mes limites. Cette fois, j'avais simplement effacé la limite et l'avais remplacée par un champ de mines actives. Je n'avais plus qu'à attendre qu'il fasse le premier pas. Exactement 4 jours avant mon vol prévu pour Tokyo.
Mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Je pliais méticuleusement mes manteaux d'hiver. Je terminais de remplir mes 2 lourdes valises et j'essuyais les comptoirs vides de la maison au bord du lac. J'ai décroché. C'était une alerte automatique de fraude de ma banque principale. Une charge en attente de $3 800 venait d'être autorisée dans un luxueux complexe hôtelier en bord de mer situé à Miami, en Floride. Je n'ai pas ressenti une soudaine vague de colère aveuglante. Je n'ai pas senti mon cœur battre contre mes côtes. J'ai simplement senti un focus glacial et chirurgical s'installer sur mon cerveau. Je me suis immédiatement connecté à mon portail sécurisé de cartes de crédit. Deux clans n'avaient pas physiquement volé ma carte plastique. Il était bien trop paresseux pour un vol prémédité. Il avait simplement utilisé les détails de cartes enregistrées automatiquement sur son ordinateur portable depuis une époque. 2 ans plus tôt, où j'avais stupidement payé sa chirurgie dentaire d'urgence. Il avait réservé un week-end VIP complet avec des vols en première classe premium et un service de bouteilles coûteux. En utilisant mon argent parce qu'il ne croyait fondamentalement pas qu'il y avait une séparation réelle entre mon compte bancaire et ses désirs. L'ancien Caspian, la belle infrastructure, aurait appelé ma mère. J'aurais crié et elle aurait pleuré et finalement j'aurais juste payé la facture pour garder la paix. Mais le nouveau Caspian n'a absolument rien fait de tel. J'ai tapé sur l'écran et j'ai officiellement déclaré la charge comme frauduleuse auprès des autorités bancaires. J'ai initié un chargeback d'entreprise sévère qui gèlerait les fonds, laissant finalement 2 clans bloqués à Miami, entièrement responsables d'une énorme facture d'hôtel de luxe qu'ils ne pourraient jamais payer. Mais je ne me suis pas arrêté là. L'infection devait être entièrement éradiquée. J'ai cliqué systématiquement sur chacun de mes comptes en ligne. J'ai coupé les paiements automatiques pour le forfait téléphonique familial. J'ai annulé la police d'assurance automobile premium que je continuais de payer pour mon père. J'ai retiré ma mère en tant qu'utilisatrice autorisée sur mon fonds d'urgence médicale. J'ai tout fermé, coupant les artères financières une par une, les laissant entièrement à leur propre dispositif dans le noir. Puis j'ai exécuté la pièce finale et la plus cruciale du piège. J'ai pris la petite clé de secours en laiton de la porte d'entrée. Je suis sorti sur la vaste véranda en bois, le vent frais du Texas soufflant du lac. Et j'ai soigneusement glissé la clé sous le lourd pot en céramique de la fosse fougère près de la porte. C'était exactement là où ma mère savait toujours que je la gardais. J'ai verrouillé la porte derrière moi pour la toute dernière fois. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis allé directement dans un hôtel du centre-ville pour attendre mes derniers jours à Austin. Je savais exactement ce que ma famille allait faire ensuite. Mon silence absolu de mon côté ne leur apparaîtrait pas comme un danger extrême. Il leur apparaîtrait comme une soumission totale. Chaque piège à souris a besoin d'un très bon appât. Et je savais que leur arrogance monumentale était bien plus forte que tout sens de la prudence. Le matin de mon départ était un mardi frais et gris. Au moment exact où l'horloge a sonné 8 heures du matin, les lourdes clauses légales de mon contrat avec Magnus se sont automatiquement activées. La maison au bord du lac et chaque pièce de mobilier que j'avais intentionnellement laissée derrière moi appartenait officiellement à son immense société de capital investissement. J'étais déjà confortablement assis dans le salon de première classe incroyablement calme à l'aéroport d'Austin, sirotant un verre d'eau pétillante. J'ai ouvert mon ordinateur portable sécurisé et j'ai généré un lien d'accès administratif permanent et inaltérable vers le réseau de caméras de sécurité haute définition installé dans toute la propriété. Je l'ai envoyé directement par email à Magnus avec un message très bref. La propriété physique vous appartient officiellement. Vous avez désormais un accès complet en temps réel au flux de sécurité intérieure. Si quelqu'un tente d'entrer dans les lieux, je vous recommande vivement de poursuivre en justice à l'ampleur maximale de la loi. Je ne serai pas disponible pour intervenir. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai embarqué pour mon long vol vers Tokyo. Alors que le gros avion accélérait sur la piste et s'élevait doucement dans les nuages. Toute la dynamique de l'espace et du temps a commencé à se déplacer violemment.
12 heures plus tard, j'étais à 30 000 pieds dans les airs. Dégustant un steak parfaitement cuit et un verre de vin rouge coûteux. Complètement injoignable par n'importe quel réseau cellulaire. Mais des milliers de kilomètres derrière moi, sur la terre ferme du Texas. Le piège se refermait enfin. D'après les messages vocaux frénétiques et les journaux de sécurité que j'ai examinés bien plus tard, cela s'est passé exactement comme je l'avais calculé. Declan était rentré de son voyage désastreux à Miami où ses fonds étaient gelés. Complètement furieux, mais toujours follement entitled. Il avait conduit un camion de déménagement loué directement jusqu'à mon allée impeccable. Emmenant 2 de ses amis tout aussi inutiles pour l'aider à porter son équipement de studio bon. Marché et cassé. Il s'est approché confiant de la véranda. A tendu la main sous la fausse fougère et a sorti la clé en laiton. Il a déverrouillé la lourde porte d'entrée en acajou et est entré. Agissant comme un roi conquérant revendiquant un château vacant. Ce que Declan ne savait pas, c'est qu'au moment même où la poignée de porte a tourné, une alarme silencieuse de haute priorité s'est déclenchée directement dans le bureau élégant du centre-ville de Magnus. Magnus n'a pas appelé mon frère pour lui demander poliment de partir. Magnus n'a pas envoyé de lettre d'avertissement. Magnus fonctionnait purement sur une efficacité impitoyable. Il a immédiatement envoyé ses entrepreneurs de sécurité armés privés et a appelé le service de police locale pour signaler une invasion de domicile en cours, hostile et criminelle, dans sa propriété d'1 million de dollars. Pendant que je inclinais mon siège spacieux dans l'avion, tirant une couverture douce sur ma poitrine et m'endormant dans le sommeil le plus paisible et ininterrompu que j'avais connu depuis plus de 10 ans. Les sirènes hurlaient déjà à travers le quartier chic et calme d'Austin. Ils pensaient que parce que j'avais arrêté de discuter, j'avais simplement rendu mon royaume. Mais le silence est rarement un signe de reddition. Parfois. Le silence est simplement le terrible bruit calme d'une sentence dévastatrice enfin exécutée. J'ai vu toute la confrontation violente se dérouler des jours plus tard quand je me suis connecté aux images archivées des caméras de sécurité. C'était un chef-d'œuvre de réalité brute absolue s'écrasant contre des décennies de délire fabriqué. La vidéo haute définition montrait Declan debout au centre de l'immense salon, dirigeant arrogamment ses amis pour déplacer mes canapés en cuir coûteux afin de faire de la place pour ces pathétiques microphones de podcast. Moins de 10 minutes plus tard, la porte d'entrée a été violemment enfoncée. 3 agents de police lourdement armés et 2 gardes de sécurité privés ont envahi la pièce. Leurs armes dégainées et pointées directement sur la poitrine de mon frère. La couleur a complètement quitté le visage de Declan. Il a laissé tomber une boîte de câbles emmêlés, levant les mains haut dans les airs, éclatant immédiatement en larmes pathétiques et hystériques. « Attendez, attendez !» a-t-il crié sur l'enregistrement audio. Sa voix se brisant comme celle d'un enfant terrifié. C'est une énorme erreur. J'ai la clé. C'est la maison de mon frère. Il me l'a donnée. Les agents n'en avaient rien à faire. Ils l'ont violemment poussé face contre le sol en bois dur coûteux, lui tordant les bras derrière le dos et claquant des menottes en acier froid autour de ses poignets. 20 minutes plus tard, un SUV de luxe frénétique a déchiré l'allée, sautant violemment le trottoir. Balthazar et Deline sont sortis en panique. Delphine s'est littéralement jetée sur la pelouse parfaitement entretenue, hurlant à plein poumon quand elle a vu son précieux enfant en or être brutalement traîné hors de la maison par 2 officiers costauds. « Laissez-le partir » a hurlé Deline en courant vers le stoïque détective en chef, un homme nommé Russo. « Vous lui faites mal. Il est extrêmement fragile. C'est un malentendu familial. Son frère possède cette propriété. » Le détective Russo n'a pas bronché. Il a regardé ma mère avec un dégoût froid absolu. Il a lentement sorti un document légal lourdement tamponné et notarié de son gilet tactique et l'a levé devant son visage. « Madame » a dit Russo, sa voix profonde traversant ses larmes instrumentalisées. « Je me fiche de qui est son frère. Cette propriété appartient légalement à une société de capital investissement.
Le propriétaire a spécifiquement signalé une effraction. Votre fils a utilisé une clé volée pour entrer de force dans une résidence privée hautement sécurisée. Il est inculpé d'intrusion criminelle et d'effraction. Balthazar a bombé le torse en essayant d'utiliser ses fausses tactiques d'intimidation d'entreprise. Écoutez-moi bien. Officier. Je dirige une immense entreprise de construction dans cette ville. J'exige que vous retiriez ces menottes à mon fils immédiatement. Je paierai pour tous les dommages. Caspian abandonnera les charges dès que je l'appellerai. On ne peut pas acheter son chemin hors d'un crime grave, monsieur, a répondu Russo platement. Complètement impassible. Et la victime qui a déposé les charges est la société holding. Pas votre fils. Reculez ou je vous arrête pour entrave à l'enquête policière. Ils ont regardé avec horreur absolue les portes de la voiture de police se refermer en claquant. Enfermant Declan derrière des grilles métalliques lourdes. Les sirènes ont retenti à nouveau alors qu'ils s'éloignaient. Laissant mes parents debout sur le trottoir d'une maison qu'ils pensaient posséder. Réalisant soudain qu'ils n'avaient absolument aucun contrôle sur l'univers. Pendant 31 ans, les larmes dramatiques de ma mère avaient été la monnaie ultime dans notre famille. Mais pour la toute première fois de sa vie, Declan apprenait une leçon brutale que ses larmes ne pouvaient tout simplement pas acheter. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation explosive. J'avais passé ces semaines à m'installer tranquillement dans mon luxueux appartement en hauteur à Tokyo, ignorant complètement la vague de messages vocaux furieux. De textos déjantés et de mails frénétiques qui inondaient mon téléphone. Mais le dernier cordon devait être officiellement coupé. J'ai dû voler de retour à Austin pour exactement une journée afin de signer physiquement les documents de clôture de mes comptes bancaires d'entreprise américains. J'ai essayé de garder mon itinéraire de voyage complètement caché. Mais les familles toxiques sont profondément accros à traquer leur proie. Un ancien collègue avait accidentellement laissé échapper mon heure d'arrivée quand Balthazar a appelé agressivement mon ancien bureau pour demander où j'étais. Mon vol a atterri un après-midi pluvieux et misérable au Texas, comme prévu. Je suis sorti de la zone sécurisée du terminal, tirant mon unique bagage à main argentée. Me dirigeant directement vers les portes de sortie. J'ai repéré l'embuscade à 50 pieds de distance. Balthazar, Deline et Declan, qui étaient actuellement sortis sous une énorme caution coûteuse, se tenaient serrés près des carousels de bagages. Ils avaient l'air épuisés, furieux et complètement déjantés. Légèrement derrière eux se tenait ma tante Collie. Elle avait son smartphone levé haut, l'objectif de la caméra pointé directement sur moi. Prête clairement à enregistrer une vidéo virale pour humilier publiquement le frère aîné Cruel. Sans cœur. J'ai ajusté ma prise sur ma valise et j'ai marché directement vers eux. Le visage dans un masque immobile. Balthazar a avancé en premier. La mâchoire tellement serrée que j'entendais ses dents grincer par-dessus le bourdonnement sourd d'eux. L'aéroport animé. Espèce de psychopathe malveillant absolu, a-t-il rugi, sans se soucier de qui regardait. Tu as piégé ton propre frère pour qu'il soit arrêté. Tu as ruiné sa vie. Tu as embarrassé cette famille devant toute la ville. Delphine a immédiatement commencé à sangloter pour la caméra de tante Kiapi. Comment as-tu pu être si maléfique? Caspian? Il a été jeté dans une cellule en béton. Il est traumatisé. Tu nous dois ta maison. Tu nous dois des excuses massives. Je me suis arrêté à quelques mètres d'eux. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas agi sur la défensive. J'ai simplement ouvert la fermeture éclair de mon sac messager en cuir et j'ai sorti le dossier. Épais et solidement relié. Le grand livre. Vous voulez parler de ce que je vous dois, ai-je demandé, ma voix terrifiante de calme. Tranchant directement à travers leur hystérie fabriquée. J'ai ouvert le dossier à la dernière page surlignée. Parlons du prix exact de votre parentalité. J'ai commencé à lire les chiffres froids et durs à voix haute, ignorant complètement la caméra. 15 000 $ pour sauver l'entreprise défaillante de Balthazar d'une fraude fiscale. 32 000.
$ pour empêcher de clan d'être expulsé parce qu'il refusait de travailler. 8 000 $ pour les vacances de luxe de Delphine déguisée en soins médicaux. J'ai refermé le dossier d'un coup sec. Le son était comme un coup de feu. Le total final de votre abus financier est de 234 850 $. Je ne suis pas un psychopathe. Je suis simplement le seul investisseur qui a enfin réalisé que cette famille était complètement en faillite et j'ai liquidé mes parts. Tante Kiapi a baissé son téléphone, la bouche grande ouverte. Il s'attendait à ce que je me recroqueville. À ce que je supplie pour le pardon face à l'humiliation publique. Ils pensaient que la foule me forcerait à la soumission par la honte. Mais ils avaient fondamentalement mal compris la situation. Un homme qui a complètement laissé tomber sa culpabilité ne peut pas être brisé par une caméra. Avant que Balthazar ne se remette du choc des chiffres bruts et ne se lance dans une autre tirade. Agressive. Une voix tranchante et incroyablement autoritaire a traversé proprement la lourde tension du terminal de l'aéroport Caspian. Je me suis retourné. Magnus marchait résolument vers nous. Même dans l'environnement chaotique et brillamment éclairé d'un aéroport. Il ressemblait entièrement à un prédateur. Il portait un costume sur mesure gris anthracite. Son expression était un mélange d'amusement léger et d'autorité impitoyable absolue. Deux énormes entrepreneurs de sécurité privée le flanquaient de près. Mes parents se sont immédiatement raidis comme si un fil électrique sous tension venait de toucher leur peau. Magnus, a bégayé Balthazar, sa voix changeant complètement, adoptant instantanément le ton faux, tonitruant et amical qu'il utilisait pour le réseautage d'entreprises de haut niveau. C'était le ton pathétique d'un homme essayant désespérément de sauver un navire en train de couler. Nous sommes si contents de tomber sur vous ici. J'ai laissé des messages à votre secrétaire toute la semaine concernant le renouvellement de nos contrats de logistique. Magnus a levé une seule main parfaitement manucurée, arrêtant mon père net. Balthazar, je ne suis absolument pas ici pour vous parler, a dit Magnus. Sa voix dégoulinant d'un dédain professionnel. Il a complètement ignoré mes parents et s'est tourné directement vers moi. Me tendant une enveloppe scellée. Caspian. Voici les derniers rapports de police notariés et les ordonnances de restriction permanente contre votre frère concernant ma propriété. Je voulais vous les remettre en main propre avant votre vol. L'air dans le terminal a violemment changé. La dynamique de pouvoir ne s'est pas simplement inclinée. Elle s'est complètement brisée en 1 million de morceaux. Le visage de Delphine a perdu toute couleur restante. C'était vous l'homme qui a acheté la maison, a-t-elle murmuré. Une terreur sincère remplaçant enfin les fausses larmes. Je suis l'homme qui possède la propriété que votre fils criminel a détruite. A déclaré Magnus sans détour, utilisant le langage clinique brutal de la loi. Il a tourné son regard froid vers Balthazar. Et en parlant de criminel, Balthazar? Mon entreprise de capital investissement a des clauses éthiques strictes dans tous nos accords avec les fournisseurs. Parce que votre famille immédiate est maintenant impliquée dans une affaire criminelle hautement publique concernant la destruction malveillante de mes biens personnels. Je résilie officiellement tous les contrats d'entrepôts commerciaux avec votre entreprise de construction, avec effet immédiat. Les larges épaules de Balthazar se sont complètement affaissées. Le patriarche agressif et Antitold a disparu en un instant, laissant derrière lui un homme terrifié et vieillissant qui réalisait soudain qu'il se tenait au bord d'un énorme précipice financier sans parachute. Ses contrats valaient des millions. C'était la seule chose qui maintenait son entreprise à flot. S'il vous plaît, a supplié Balthazar, sa voix soudain brute et pathétique. Ses mains tremblantes. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous allons perdre l'entreprise. Nous allons perdre notre maison. Caspian, s'il te plaît, dis-lui d'arrêter. J'ai regardé mon père, puis ma mère, et enfin de clan, qui fixait le sol dans une humiliation absolue. Pour la toute première fois de mon existence, il ne demandait pas mon obéissance. Il suppliait pour ma pitié. Je ne vous sauve pas, ai-je dit calmement,
ma voix dépourvue de toute malice ou joie. J'applique simplement une limite. Vous avez construit toute votre survie sur mon dos. Maintenant, vous allez devoir apprendre à vous tenir debout tout seul. Je leur ai tourné le dos et j'ai marché vers le contrôle de sécurité. J'étais l'entière fondation de leur vie et je venais de décider de m'éloigner définitivement. 6 mois plus tard, la poussière chaotique s'était enfin déposée de l'autre côté de l'océan. Le silence oppressant et exigeant de ma famille n'a pas simplement résonné. Il s'est complètement évaporé dans le néant. Il n'y avait plus d'appels de crise tard le soir. Il n'y avait plus de mets imbibés de culpabilité exigeant de l'argent. Il n'y avait qu'une paix absolue et ininterrompue. À travers mes anciens réseaux professionnels au Texas, j'ai fini par entendre les détails précis de ce qui s'était passé après la confrontation à l'aéroport. Les dominos sont tombés exactement comme les mathématiques brutales de la réalité l'avaient prédit. Magnus n'a pas bluffé. Il a retiré tous les contrats. L'entreprise de construction de Balthazar a été forcée de réduire drastiquement ses effectifs de 80% juste pour éviter la faillite totale. La grande maison dans laquelle il vivait a dû être lourdement hypothéquée. Sans mon apport constant et silencieux d'argent soutenant leur faux style de vie gonflé. La réalité brutale du monde réel a finalement enfoncé leur porte d'entrée. Et pour la toute première fois dans ses 31 années de vie, Declan a été forcé d'obtenir un emploi qui exigeait réellement du travail physique. Il travaille actuellement au quart de nuit dans un lave-auto 24 heures sur 24 mal noté juste à l'extérieur de la ville. Ce n'est pas glamour. Ce n'est pas l'avenir visionnaire que ma mère lui avait promis, mais c'est réel. Il paie enfin son propre loyer. Tante Kiapi essaie encore occasionnellement de m'envoyer des messages agressifs depuis des téléphones jetables, me traitant de monstre sans cœur et de sociopathe pour avoir abandonné mon propre sang. Je les lis simplement, je souris et j'appuie sur le bouton bloqué. Ma renaissance personnelle n'a pas été bruyante ou follement dramatique. Elle a été incroyablement calme et profondément guérissante. Mes matins à Tokyo m'appartiennent entièrement. Je me réveille tôt. Je marche dans les rues étroites et vibrantes de Shibuya et je m'assois dans un petit café sous les cerisiers en fleurs. Je bois mon café chaud et je regarde l'immense ville bouger autour de moi. Je ne vérifie pas mon téléphone pour des exigences entrantes. Je respire simplement l'air frais du matin. Je suis complètement seul ici. Oui. Mais j'ai fini par réaliser une vérité très profonde que mon grand-père avait essayé de m'enseigner. Toutes ces années. La solitude n'est pas l'absence tragique d'amour. La solitude est la présence pure et non diluée d'une liberté absolue. Et pour la première fois de ma vie, cette liberté me va parfaitement. La revanche tranquille n'est jamais une question de hurler ou de détruire activement les personnes qui vous ont fait du mal. C'est simplement le son d'une lourde porte se refermant fermement derrière vous et d'avoir la force pure de s'assurer qu'elle reste verrouillée pour toujours. Beaucoup de gens de ma famille élargie, surtout tante Kiapi, croient encore fermement que je suis allé beaucoup trop loin. Ils disent que forcer mon père au bord de la faillite et laisser mon frère obtenir un casier judiciaire permanent pour crime était inutilement cruel. Ils retombent toujours sur la vieille excuse que la famille est la famille. Peu importe ce qu'ils vous font. Qu'en pensez-vous? Ai-je franchi la ligne pour devenir trop impitoyable? Ou ont-ils simplement été forcés de récolter enfin exactement ce qu'ils avaient semé pendant 30 ans? Faites-moi savoir vos pensées honnêtes dans les commentaires ci-dessous.